9h-10h, AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, sur Beurre FM, bonjour, bienvenue. Ah, il y a du lourd ce matin. Steve est avec nous, bonjour. Salut, Steve. salam, shalom. Spécialiste en chirurgie esthétique des émotions, auteur de Karma Sutra en poche chez Pocket maintenant. Tout à fait, Philippe. Quand IA parle de l'IA, notre invité ce matin, c'est Idriss Aberkan. Bonjour Idriss. Bonjour. Vous présentez, ça titille toujours un peu les jaloux. Alors je vais le faire à ma façon. Vous êtes le Gerbert d'Aurillac de notre temps. Googlez, vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que Gerbert d'Aurillac, c'est quand même un immense monsieur, mais ok. C'est... Polymathe. Polymathe, ouais, qui parlait arabe couramment, qui a été le pape Sylvestre I ou II, j'oublie toujours si c'était Sylvestre I ou Sylvestre II. Et c'est ce mec, effectivement, qui a mis les rois de France là où ils sont. Donc, merci. Voilà, vous êtes spécialiste des neurosciences, cinéphile, oui. Avec une passion pour les actrices des années 50 américaines. Non, mais je vous présente comme je veux, comme ça, au moins on n'aura pas d'attaque. Il n'y a pas de problème, Audrey Hepburn, même avant, hein, on peut remonter aux années 30 avec Eddie Lamar. Hein. C'est mon crush, Eddie Lamar, j'étais complètement fou d'elle. Conférencier international, c'est quoi le temps idéal d'une conférence? 45 minutes. Bien joué, alors c'est 52 minutes. 52-30. C'est un micro-siècle. Ouais, exactement. Un micro-siècle d'après John von Neumann, qui était quand même pas la moitié d'un imbécile. Et il considérait que la meilleure conférence, c'était un micro-siècle, donc un millionième de siècle, donc 52 minutes et quelques. C'est le temps de l'émission. Ce matin, auteur de best-seller et Savant Soldat, ça vous va aussi? Très bien. Soldat. Ça, c'est le Vif en Belgique qui m'a affublé de ce sobriquet. Le triomphe de votre intelligence chez Robert Laffont vient de sortir. Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par les machines et vous êtes optimiste dans ce livre? Ouais, je suis optimiste, bien sûr. De toute façon, le but de ce livre est de présenter un point de vue optimiste. Et c'est un petit peu une réponse à l'essai de Laurent Alexandre, la guerre des intelligences. Donc ma réponse, c'est le triomphe de l'intelligence humaine, en réalité. Donc le triomphe de votre intelligence, parce qu'il faut interpeller le lecteur. Mais le point de vue de cet essai est de dire que nous avons sous-estimé l'intelligence humaine. Vous savez, quand on veut complimenter quelqu'un, quand on voulait complimenter quelqu'un, on disait ton cerveau, c'est un ordinateur. Tout le sujet de ce livre, c'est de dire ça, ce n'est pas un compliment. Ton cerveau est un ordinateur, n'est pas un compliment. Et en réalité, l'IA va nous forcer à être plus humains. Le livre, je le conseille à tout le monde, il est rempli de concepts. Je vais essayer de stretcher pour vous en expliquer quelques-uns. La suprématie quantique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé pour le coup. Dans ce livre, j'invente quelques nouveaux concepts comme la notion de noétisation, qui est la mécanisation par l'IA. Donc en gros, avant, il y avait le moteur, maintenant, il y a le moteur d'intelligence. Mais la suprématie quantique, pour le coup, c'est vraiment un concept militaire américain. C'est parce que les Américains ont ce concept de suprématie à large spectre. Alors voilà, c'est pour ça fera un peu d'anglicisme, full spectrum dominance ou full spectrum de suprématie. Ça vient de la guerre froide. Et en gros, l'idée, c'est qu'il faut être le meilleur partout. Donc dans l'espace, dans les airs, dans les médias, dans la philosophie, dans la culture, dans les films, il faut être le meilleur partout. Et donc les États-Unis, logiquement, se disent on est les meilleurs avec Hollywood, on domine tel ou tel terrain d'influence. Et les terrains d'influence de demain, ils ont des prospectivistes qui font ce qu'ils appellent les méga-tendances, les méga-trends, qui font des mémorandas comme ça pour les présidents et tout. Barack Obama adorait ça, il adorait recevoir ces mémorandas de méga-trends, c'est comme ça qu'il est devenu conférencier. Et ils lui disent, une nouvelle méga-trend, c'est évidemment la sphère quantique, avoir les meilleurs ordinateurs quantiques, donc il faut qu'on soit numéro 1, parce que toute leur idée derrière, c'est si on est numéro 2 ou 3 dans un seul domaine, on peut perdre notre dominance partout. C'est un peu cette idée de forteresse assiégée, S'il y a une faille dans un Hollywood ou la psycho ou n'importe quoi, eh bien on risque de perdre notre dominance, donc il faut qu'il soit premier partout. Les plus grandes murailles s'écroulent par leurs petites fissures, disait Che Guevara. Exactement. Quand vous faites un barrage, s'il y a la moindre bulle d'air dans le béton, il faut casser tout le barrage et recommencer. Et alors la noétisation, parce que c'est un concept qui revient beaucoup de fois dans le livre, est-ce que vous pouvez la développer un peu? Ouais, alors ça, c'est un concept que j'ai inventé, en effet. Donc le mot, c'est l'équivalent de mécanisation. Donc j'ai cru que c'était Ibn Khaldoun qui l'avait inventé. Et que vous l'aviez piqué à Ibn Khaldoun et que vous vouliez pas le lui donner. Alors j'aimerais bien voir ce que Ibn Khaldoun avait à en dire, parce que c'est vrai qu'Ibn Khaldoun, on a des fois l'impression qu'il sortait d'une machine à remonter le temps et qu'il avait planqué une DeLorean quelque part en Tunisie. Mais là, pour le coup, à ma connaissance, évidemment, après, c'est toujours un remix, on n'invente jamais vraiment grand-chose. Je pense qu'il y a forcément des gens qui s'étaient posé la question sous cet angle-là. Mais ce terme, donc je voulais dire, en gros, il y a eu la mécanisation, puis évidemment, comme le livre a quelques chapitres sur la guerre, parce que l'intelligence artificielle vient du monde de la guerre, vient du monde de la défense, eh bien,
je me rappelle des discours de Charles de Gaulle qui disaient nous avons été battus par la supériorité mécanique de l'adversaire. Et je me dis, bah voilà, maintenant, quand on a par exemple Vladimir Poutine qui dit l'intelligence artificielle est le futur de l'humanité, bah, j'imagine le de Gaulle 2.0 qui dira nous avons été battus ou pas par la puissance noétique de l'adversaire. Et ça, pour le coup, la noétique, c'était un mot qui existait avant. Donc j'ai juste mis un zation pour dire c'est comme la mécanisation. Avant, les armées qui avaient des moteurs pouvaient écraser les autres armées. Celui qui avait les meilleurs moteurs écrasait les autres armées. Demain, celui qui aura les meilleurs moteurs intellectuels d'intelligence artificielle écrasera les autres armées. Et j'ai pas retrouvé la phrase de Elon Musk dans le livre If you can beat it, join it. Ouais, c'est une phrase qui est, oui, c'est son interprétation, mais je crois elle avait été utilisée avant Elon Musk, bien sûr. Mais voilà, si vous pouvez pas battre un adversaire, rejoignez-le. Et Musk, évidemment, pense que l'IA est imbattable. Donc qu'on va devoir fusionner avec elle. Et ça, c'est clairement le point de vue auquel je m'oppose chez Musk. Autant, comme vous le savez, j'aime beaucoup Musk, je le cite énormément. Et avec mon ami et camarade Olivier Delamarche, on passe notre temps à se friter là-dessus parce que lui déteste Elon Musk, mais de façon très cordiale. Cependant, pour Elon Musk, je suis contre son idée que l'IA va dominer l'humain et que du coup, il faudrait bien sûr se mettre une puce dans la tête. Oui, Neuralink, etc. Voilà. Oui, tout ça. Schkoun, Olivier Delamarche. Économiste. Parce que je vous taquine. Analyste, non, mais c'est pour moi le meilleur analyste économique en France. Et donc il tenait une très belle émission. Il est passé par BFM notamment et Arte. Il tenait une très belle émission qui s'appelait, qui était l'éditorial d'Olivier Delamarche et c'est le meilleur éditorialiste économique en France. Et si je ne me trompe pas, il a été très novateur. Il était devant tout le monde. Il parlait de ces immeubles remplis de ne louez plus des appartements, investissez dans les immeubles avec des racks de mémoire. Parce que ce qui va valoir cher, c'est de la mémoire à long terme. Ouais. Je ne me rappelais plus qui avait parlé de ça, mais c'est vrai qu'il a une certaine avance sur beaucoup de choses. Alors, dans les cryptos, c'est Stéphane Plaza, Steve. Possible aussi. Celui-là, je ne m'en rappelais plus, mais voilà. En tout cas, Olivier est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il déteste Elon Musk, mais de façon, c'est épidermique. Oui, il trouve que c'est surcoté, voilà, il aime pas. Qu'il a vendu 10 000 voitures et que c'est surcoté. Il n'aime pas ses marques, etc. Voilà, il l'aime pas, quoi. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Donc moi, j'aime bien Elon Musk, mais son idée d'implanter une puce dans la tête de tout le monde, parce que c'est ça l'idée quand même finalement, c'est que ça ne sera pas seulement pour les personnes qui ont eu un traumatisme, d'implanter une puce dans la tête de tout le monde pour fusionner l'homme et la machine, ça évidemment je suis contre. Et l'intelligence courante par rapport à l'eau courante, je trouvais l'exemple était incroyable dans le livre, si vous pouvez le développer un petit peu. Alors merci beaucoup, parce que c'est ce que je considère comme la contribution un peu intellectuelle du bouquin. Autant c'est un bouquin moitié vulgarisation, moitié essai, et donc j'essaie de reformuler des choses déjà connues d'une part et ensuite d'apporter des nouvelles choses. Et parmi les nouvelles métaphores que j'ai essayé d'apporter, c'est de dire que l'intelligence artificielle, effectivement, c'est comme l'eau courante ou comme le courant électrique. Donc si on prend un petit peu du recul sur les civilisations, on a eu l'irrigation d'abord. Ensuite, à l'âge de bronze, on commence à avoir des irrigations beaucoup plus technologiques avec les aqueducs, etc. Là, on rigole plus, quoi. C'est plus les petits canaux qu'on avait du temps de l'âge de bronze. Avec l'âge de fer du temps des Romains, là, on a des aqueducs, on peut remplir des amphithéâtres d'eau. Voilà, c'est quand même pas mal. Et puis après, beaucoup plus tard, on va avoir la machine à vapeur, on va commencer à avoir d'autres infrastructures. Le gaz, voilà, rappelez-vous les hôtels à Paris, gaz à tous les étages, c'était le grand luxe. Et on avait des gazomètres qui poussaient un peu partout dans les villes. On se rappelle, Jean Nouvel, il a réaménagé des gazomètres à Vienne. Et puis ensuite, on a eu le courant électrique. Donc voilà, pareil, l'électricité, qu'on a bien appelé le courant. Donc c'était bien ça l'idée, c'était comme l'eau courante. Et ben toute l'idée du livre, c'est de dire en fait l'intelligence artificielle, ça va être comme un nouveau courant. Il y aura des prises. Alors la première prise, c'est le smartphone. On demande au smartphone. Alors comment on se branche à une prise d'IA? Pour l'instant, c'est par la parole ou par des requêtes. Et les premiers branchements, c'est par exemple une recherche Google. Une recherche Google, ça active énormément d'intelligence artificielle, vu que c'est ça qui garantit la pertinence. Et Google dit, je suis une société d'intelligence artificielle, je ne suis pas une régie publicitaire, ce qu'ils sont en réalité. Et je suis aussi une société d'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est comment on se branche à une prise de courant d'intelligence artificielle. Et autant les prises électriques n'ont pas beaucoup changé depuis 100 ans. On regarde, il y a 100 ans, c'était quasiment les mêmes. Bon, un peu moins de sécurité, mais c'était les mêmes. Une prise d'intelligence artificielle, ça va changer. Et justement, le risque, c'est que Musk dise, en réalité, il faut la mettre dans votre tête, directement. Et c'est ça, peut-être le changement le plus dangereux, c'est que comme l'informatique a envie de se rapprocher de notre peau, on le voit, en 30 ans, l'informatique est passée d'ordinateurs sans batterie à
laptop, ça dit bien ce que ça veut dire. Laptop, ça veut dire c'est sur vos genoux. Lap en anglais, laptop, c'est sur le dessus de vos genoux. Ensuite, il y a le smartphone, c'est dans la poche, ça se rapproche encore plus de nous. Ensuite, il y a la montre qui est carrément sur la peau. Et elle est tellement sur la peau qu'elle peut mesurer notre taux d'oxygène sanguin. C'est vrai. Vraiment, vraiment sur la peau. Et évidemment, le prochain tabou, c'est de dire pourquoi on ne traverserait pas la peau. Et là, ça peut nous emmener très loin. Elon Musk, il a, avec cet exemple, cette vidéo qu'il a connue, où il dit en fait vous êtes déjà tous des cyborgs, parce que le téléphone est l'extension de votre bras, et il explique en une métaphore très simple le transhumanisme en fait. Oui, mais là où je suis pas d'accord avec Musk, c'est que la définition de cyborg, c'est organisme cybernétique. Le téléphone ne fait pas partie de notre organisme. Alors après, effectivement, même Steve Jobs disait, comme tout outil, il finit par rentrer dans votre culture. Vous vous sentez amputé quand vous perdez votre téléphone, c'est vrai. On se sent amputé quand on a un problème de téléphone, en fait. Mais c'est psychologique. Voilà. C'est pas encore physique. C'est pas, mon Dieu, parce que je parle donc dans le livre du cas de Neil Harbisson, qui est un artiste un peu fêlé, qui s'est fait implanter une antenne dans la tête. Et le type, il ressemble à un Snorky, hein. Donc les moins jeunes d'entre nous se rappelleront de cette légendaire série. Et il a sa petite antenne au-dessus de la tête qui sert à rien. Enfin, elle peut capter, je crois, lui faire entendre les couleurs, je sais plus exactement. Mais ce qui est grave, c'est qu'elle s'est faite hacker, évidemment. Et si vous écoutez la radio, vous avez besoin d'antenne. Idriss Aberkan est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau best-seller qui s'appelle Le Triomphe de votre intelligence, et c'est chez Robert Laffont. AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon. Et figurez-vous que l'intelligence artificielle va relancer la carrière des humains. C'est Idriss Aberkan qui le dit dans son nouveau livre, Le Triomphe de votre intelligence, chez Robert Laffont. Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines? Steve est avec nous, Idriss Aberkan est avec nous également. En quoi Louis de Funès, par exemple, peut illustrer pourquoi la machine ne remplacera jamais l'humain? Ah, mais vous faites plaisir, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je viens chez Beurre FM, vous avez une lecture de mon livre que personne d'autre n'a eu, quoi. C'est toujours, là, quand on en avait parlé sur déjà j'étais très impressionné des passages que vous me sortiez. Mais là, c'est toujours impressionnant. C'est une des références cinématographiques que vous citez, et il y en a de nombreuses. Oui. Beaucoup, ouais. Voilà, donc, une vraie culture cinématographique. Mélanger, les arts et les sciences. Mais... Alors, Louis de Funès, toute l'histoire. C'est aussi une référence que faisait Alexandre Astier. Donc Alexandre Astier, Kaamelott, est un fan de Louis de Funès, énorme fan. Ça a bercé sa jeunesse et il essaie de jouer comme lui. Et en fait, tout le jeu d'Alexandre Astier, il explique très bien dans Kaamelott, c'est que le monde est lent autour de lui. Donc tous les autres acteurs sont plus lents que lui. Et vous citez Bourvil d'ailleurs dans le livre par rapport au film des années 50 que je suis parti regarder. 50, 60. Et en fait, ce qu'on voit, alors le premier grand film qui va lancer la carrière de Funès sur cette notion de lenteur, c'est La Traversée de Paris. En noir et blanc avec Jean Gabin. Et on a un Jean Gabin qui fait le minimum syndical. C'est une star. Sauf quand il crie dans la cave. Voilà, exactement. Et il voit De Funès qui est en train de lui prendre la vedette. Ouais. Jean Gabin, c'est pas le genre de type à qui on prend la vedette comme ça. Le type était quand même capable de faire baisser les yeux à Alain Delon. Donc c'est plutôt pas mal dans sa carrière. Et il voit que ce petit énervé de Funès, qui au départ est pianiste en plus, lui prend la caméra, quoi. Donc il se met à crier « Jambier, je veux 2000 francs ». Puis c'est devenu super célèbre et c'était de l'impro. Et là, les critiques ont dit, mon Dieu, De Funès, il révèle Jean Gabin. Jean Gabin ne fait... Eh ben, l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que l'IA, elle est agitée. Elle fait plus d'actions par seconde que nous. Voilà. Et c'est ça, De Funès. Le jeu de Funès, c'est de faire plus d'actions par seconde. C'est limite une règle, en fait, d'ailleurs. On pourrait appeler ça la loi de Funès. Et la loi de Funès dans un film, c'est que dans n'importe quel film où De Funès joue, aucun acteur ne jouera plus vite que lui. Aucun. Et vous ne trouverez pas un seul, de sais que De Funès, il en a fait des films, mais vous ne trouverez pas un seul film avec Louis de Funès où il y a un acteur qui joue plus vite que lui. Sinon, ça aurait été contre-productif. Et justement, pour obtenir un maximum de contraste comique dans un film de Funès, qu'est-ce qu'on lui met en face? On lui met un acteur qui joue lentement, comme Bourvil, comme Lefebvre, par exemple. Et là, ça marche. Là, on a le Cornio, on a la Grande Vadrouille, on a la Traversée de Paris. Bon. Et... c'est exactement ça. Voilà. L'IA peut relancer la carrière de l'humain comme De Funès a relancé la carrière de Jean Gabin dans La Traversée de Paris. Mais pour ça, il faut faire plus d'humains. Oui, bah oui, il faut être plus humain. Jean Gabin est devenu plus Jean Gabin, en fait, ce qui faisait le minimum dans son film. Et quand il a vu que De Funès, encore une fois, jouait... On pourrait voir, parce que dans le monde du jeu vidéo dont je parle dans le livre, on parle d'action par minute. Donc les grands... olympiens coréens là, qui sont des joueurs olympiques de jeux vidéo qui gagnent des fortunes, ils ont un nombre d'actions par minute très élevé. Ils sont là sur leur clavier, tac tac tac, ils sont capables de faire jusqu'à 400 actions par minute, donc 400 clics ou coups de clavier par minute. C'est énorme, hein, c'est de l'ordre de 8 par seconde. Et
Et voilà, ils sont capables comme ça d'aller plus vite que n'importe quel autre humain. Eh bien, Jean Gabin, avoir un Louis de Funès qui avait plein d'actions par minute, ça l'a obligé à être davantage lui-même et ça a relancé sa carrière. J'espère que l'IA va faire ça à l'humanité tout entière. Vous parlez de jeux vidéo, j'ai cité, j'ai compté à peu près 20 fois la récurrence cyberpunk dans le livre. Bien vu, oui, parce que donc le cyberpunk, il y a un jeu vidéo qui s'appelle exactement. Comme ça. C'est le jeu vidéo préféré d'Elon Musk, au passage. Donc Elon Musk, qui comme chacun sait, est un peu un original. En semaine, il vit dans un préfabriqué de 50 mètres carrés avec sa PlayStation et il dort 6 heures par nuit. Et ses moments de détente, c'était soit un Mario Kart avec les enfants, son personnage préféré est Wario, je m'identifiais beaucoup, c'est aussi mon personnage préféré dans Mario Kart. Et la journée, quand il est seul, il joue à Wario. Wario, exactement, avec le même doubleur qui fait toutes les voix, Wario, Luigi, Mario. Et donc Elon Musk, il adore ce jeu cyberpunk. Mais le cyberpunk en général, c'est pas qu'un jeu, c'est un genre littéraire, un genre artistique qui s'intéresse à un monde où on aurait tous des implants dans la tête. Et évidemment, c'est un genre intéressant parce que comme tous les genres d'anticipation, il peut nous permettre de voir ce qui peut arriver si jamais on déconne, si jamais on donne trop de pouvoir aux corporations qui voudront nous pucer, effectivement. Ok. Alors on va prendre des exemples. Par exemple, vous expliquez pourquoi il faut laisser un humain dans les boucles de décision qui comptent. On va prendre deux histoires qui sont peut-être connues ou pas. Celle de... Je vous laisse le prononcer, Steve. Lequel c'était? Timothy Dexter? Non, Brzezinski. Ah, Brzezinski, le père du Tititainment. Toujours un père du Tititainment. Ouais, c'est un type très controversé, mais bon, qui en même temps était le meilleur géopolitologue du XXe siècle, mais quelqu'un effectivement qui prenait pas de gants pour dire ce qu'il pensait. Et Brzezinski... Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier, meilleur bouquin de géopolitique à recommander si vous voulez un peu comprendre la position des États-Unis. Il écrit ça en 97. Dès 97, il dit voilà, l'Asie centrale est l'endroit le plus stratégique au monde. Bon. Il parle de l'Ukraine, la Russie. Et il parle de l'Ukraine, exactement. Il dit la Russie sans l'Ukraine cesse d'être une puissance européenne. Donc il avait un petit peu tout compris. Et donc pourquoi l'IA et Brzezinski, qu'est-ce que ça a à voir? C'est que Brzezinski, il a reçu le fameux appel de 3h du matin, qu'on demande à tous les présidents ou tous les impétrants, tous les candidats, on leur demande est-ce que vous seriez capable de prendre l'appel de 3h du matin. On avait demandé ça à Reagan, parce qu'il était, il était un peu vieux, Reagan, dans les élections. Alors, il avait tourné ça très bien, tout le monde s'attendait à ce qu'il dise vous savez, je me sens encore jeune et tout. Et il avait dit, Reagan avait répondu je ne veux pas que l'âge soit un problème dans cette élection, je refuse d'utiliser contre lui l'inexpérience de mon adversaire. C'est une très très belle façon de tourner ça. Et ça avait fait rire tout le monde. Mais l'appel de 3h du mat, il a eu lieu en 77. Bon, il y en a eu d'autres, mais celui-là, il est déclassifié. On sait qu'en 77, Brzezinski se prend un appel de 3h du mat. Bonjour, monsieur le conseiller de la sécurité nationale. On a 200 accrochages missiles. Qu'est-ce qu'on fait? Et Brzezinski, bon, il déteste les Russes. Il est polonais de base, mais en plus, son père a été torturé par les Russes. Donc, de base, c'est pas bon, quoi. Il aura envie de riposter. Mais il attend. Et il s'avère que c'était une erreur. Mais c'est quoi son intuition à ce moment-là? Il se dit quand même, on n'attaque pas avec 200 missiles, quoi. Les États-Unis, c'est quand même un grand pays. Il y a un truc qui va pas, quoi. Mais quand même, je veux dire, bluff ou pas, c'est compliqué de se dire. Il décide de ne pas riposter, alors que c'était une fausse alerte. C'était une erreur. Donc on avait chargé dans la machine, ce qui a été déclassifié au Congrès des États-Unis, c'est qu'on avait, la guerre nucléaire, ça s'apprend pas sur le tas, quoi. Donc on fait des simulations. Et ils avaient chargé une cassette à l'époque, une bande magnétique, avec des profils d'attaque. Qu'est-ce qui se passerait, qui semble être plausible si les Russes nous attaquaient, où passeraient les missiles et comment nous devrions réagir. Problème, pour plein de raisons, cet ordinateur envoyait des ordres directement à des généraux, etc., sans que les généraux puissent savoir si c'était un ordinateur qui envoyait les ordres. Et pour plein de raisons, encore une fois, c'est parce qu'on essayait d'enlever l'humain de la boucle, parce qu'on avait peur que les humains n'aient pas le courage ou la détermination d'ordonner une frappe nucléaire. Donc on s'était dit, il faut enlever les humains de la boucle, il faut mettre un maximum de machines, parce que les machines n'ont pas de sentiments, et donc elles oseront faire une riposte nucléaire, alors que un général chrétien, il pourrait se dire quand même, si j'ordonne une frappe nucléaire, il est possible que je rejoigne le paradis ou l'enfer très peu de temps après, et comment je vais expliquer au bon Dieu que j'ai tué tant de millions de personnes. Bon, du coup, avoir enlevé les humains de la boucle, ça a fait qu'on était à deux doigts d'une riposte totale. Il y a un deuxième exemple que vous citez, c'est Stanislav Petrov. Ouais. Même scénario en fait. Exactement. Mais en face. Mais en face. Côté russe. Voilà.
Et lui, il a perdu sa carrière, il est devenu dépressif pour avoir pris la bonne décision. Donc Stanislas Petrov, il est de garde, plus c'est un lieutenant-colonel ou un colonel, je sais plus, mais officier supérieur. Et il est de garde dans un nouveau système de détection des frappes américaines. Et là aussi c'est important parce qu'à l'époque on est sur les frontières de l'OTAN qui est proche de la Russie déjà, etc. C'est 83. 83, ouais. Able Archer, dans le contexte de l'exercice de l'OTAN, Able Archer qui avait mis les Russes sur les dents, c'est rien de le dire. Et Petrov, il voit, ah tiens, un missile. Bon, et là pareil, il se dit, la Russie c'est quand même le plus grand pays du monde, on n'attaque pas le plus grand pays du monde avec un missile. Ça doit être une erreur. Mais là, pareil, on réfléchit en toute logique, on est détaché, on est bien, on a des croissants, du café, mais en pleine nuit, dans une période extrêmement tendue, se dire si je me suis gouré, il y a quand même Moscou qui saute, quoi. Bon, est-ce que je suis prêt à parier ça ? Et en fait, c'était des rayonnements solaires dans la haute atmosphère qui avaient été identifiés comme un missile. Et il est clair que si Petrov avait refusé d'ignorer ça, elle avait dit allez, je m'en lave les mains, j'envoie ça à l'état-major. Même aujourd'hui, d'anciens généraux ont dit on aurait riposté. On était tellement sur les dents, on aurait riposté. Donc heureusement, là aussi, qu'il y avait un humain dans la boucle qui a dit non, je refuse d'envoyer la bombe. Erreur d'interprétation. Et le gars n'a pas été récompensé finalement. Alors au début, ils hésitaient. Enfin, c'est comme un peu toujours en Union soviétique, quoi. Ils hésitent entre vous fusiller ou vous récompenser. Mais du coup, ils l'ont salué. Et puis ensuite, sa carrière a été brisée en deux dans le doute. Et ce qui est important, c'est que vous expliquez que une intelligence artificielle ne sait pas gérer l'ambiguïté ou ce qui est imprévisible. Oui, l'ambiguïté, c'est tout bête. On le voit aujourd'hui. Si je dis Jean Barrière, l'IA, elle ne sait pas si j'ai dit la Jean Barrière ou si j'ai dit Monsieur Jean Barrière. Voilà, c'est tout con, mais c'est ça l'ambiguïté. Ça marche pour billard et milliard. Voilà, billard et milliard. Alors je ne sais pas si je peux la faire cette blague, mais vous l'avez dans le livre. Voilà, vous l'avez complètement. Non, on va pas spoiler parce qu'il faut quand même l'acheter. N'est-ce pas ? Alors vous aurez le droit à une blague de qualité Jean-Marie Bigard que j'assume complètement et qui vous expliquera. Bigard, ça marche aussi. Voilà, qui vous expliquera pourquoi l'ambiguïté est la bête noire de l'IA. Mais c'est intéressant de voir que finalement, c'est ces choses-là qui font que on a besoin d'humains. Ah oui, tout à fait. Et puis là, vraiment, c'est les moments de vérité, quoi. On dit dans l'humanité, quand on est à deux doigts d'appuyer sur le bouton rouge, ça, c'est un moment sérieux. C'est un moment duquel on est censé apprendre. Et s'il y a bien une chose qu'on a apprise de ces moments-là, c'est laisser des humains dans la boucle parce que les machines peuvent déconner. Il y a un autre concept que j'ai découvert dans le livre, le Terragate. Pardon ? Le Terragate. Le Tergate ou quelque chose comme ça. Il y a un moment, le Terragate dans le livre, non ? C'est un dentifrice, non ? Non. La terre-attache, pardon. Terre-attache. Ouais. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, c'est un concept que j'ai... Donc en gros, alors pourquoi j'essaie de panacher le livre Vulgarisation Essai ? Parce que Nassim Taleb dit toujours un bon livre, un livre qui ne mérite pas d'être relu, ne mérite pas d'être lu. Voilà, c'est sa grande heuristique. Il dit quand vous écrivez un bouquin, quand vous lisez un bouquin, mais quand vous écrivez aussi, posez-vous la question de s'il méritera d'être relu, parce que s'il ne mérite pas d'être relu, votre bouquin est une sorte de mémorandum parlementaire, quoi. Il va finir dans la corbeille. Et je suis assez d'accord avec lui. Donc du coup, dans le bouquin, comme vous l'avez remarqué, j'essaie d'abord de vulgariser, mais ensuite j'essaie d'amener des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouveaux outils intellectuels pour comprendre l'IA. Et l'une d'elles, effectivement, c'était la notion de terre-attache. Donc en gros, c'est un esclave, parce que le mot robot, rabota en tchèque, c'était esclave, grosso modo. C'était personne indentée comme un cerf un peu. Donc un esclave, il est là pour réaliser une tâche. Bon. On lui donne un ordre, on lui dit tu dois faire telle ou telle tâche, quelle qu'elle soit. Et une IA, c'est pareil. Sauf que une IA, elle pourra faire effectivement 1000 milliards de tâches par seconde. Et 1000 milliards, alors, 1000 milliards, c'est un téra. Donc il y a les téraoctets, un giga, c'est 1 milliard d'octets, un gigaoctet. Un téra, c'est 1000 milliards d'octets, un téraoctet. Donc les bonnes IA seront capables d'exécuter des téra-tâches, 1000 milliards de tâches par seconde. Et évidemment, c'est ça qui fait qu'un jour, elle pourrait nous échapper. Parce qu'un truc que je parlais de De Funès. De Funès qui fait, disons, 5 actions de plus que Jean Gabin par minute, disons, ou réplique. Parce que c'est vrai que je pense que De Funès avait plus au moins de répliques ou de prises de parole. Eh bien, une IA, elle va pouvoir faire 1000 milliards d'actions par seconde. Et là, il n'y aura plus de Jean Gabin en face, on ne pourra plus la rattraper. Donc ça va nous poser certaines questions, effectivement. Pour citer le livre, c'est les microtâches, c'est lire une analyse. Ouais. Les mésotâches, c'est lire plusieurs analyses. Les macrotâches, c'est
trier toutes les analyses. Les mégatâches, c'est synthétiser et dépasser les analyses. Les gigatâches, c'est trouver un remède à un cancer. Et les tétratâches, c'est trouver un remède à tous les cancers. Voilà, alors ça, c'est pour des tâches humaines, pour le coup. Ouais. Là, c'est quand une tératâche d'humain. Parce que c'est vrai qu'une tératâche de machine, c'est des petits trucs de base, c'est tourner à gauche, tourner à droite, même pas. C'est même pas une micro-tâche, ça. Mais pour un humain, effectivement, quand on organise sa vie, on le voit dans le jeu vidéo. Enfin, un jeu vidéo peut nous emmener jusqu'à 100 heures. Donc un jeu vidéo peut nous consommer 100 heures de temps. Quels jeux vidéo sont à 100 heures aujourd'hui, par exemple ? Cyberpunk, typiquement. Cyberpunk, ouais, c'est vrai. Cyberpunk ou The Witcher, qui sort des mêmes studios, qui est un excellent jeu par ailleurs, sont capables de faire ça. Donc une tératâche, c'est ça pour un humain, c'est gagner le prix Nobel, par exemple. Voilà, vous pouvez nous écouter également. Hein. Jusqu'à 10h, Idriss Aberkan est notre invité AVS sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon. Alors on parle de l'intelligence artificielle ce matin autour de la sortie du nouveau livre d'Idriss Aberkan, hein, Steve, qui s'appelle qu'est-ce que je raconte ? Une civilisation... Exactement. L'intelligence artificielle, le triomphe de votre intelligence. C'est mon prompteur qui s'est emballé chez Robert Laffont. Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par la machine ? Alors il y a l'intelligence réelle, oui. Il y a l'intelligence ultime, et il y a l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut définir tous ces termes ? Oui, ça reste assez simple parce que l'intelligence, c'est la survie dans la nature. Donc, un truc qui a survécu, il est intelligent. Un truc qui n'a pas survécu n'est pas intelligent. Alors, c'est à rapprocher du concept de Nassim Taleb d'antifragilité. Quelque chose qui survit pas beaucoup à l'imprévu. Qu'une petite bousculade, une petite pichenette de l'histoire suffit à anéantir. Ce n'est pas quelque chose d'intelligent. Et nos IA, mine de rien, qu'on le veuille ou non, pour l'instant, sont pas du tout autonomes, sont pas capables de survivre dans la forêt. Alors, je prends un exemple tout bête pour l'instant, mais vous savez, les Roomba, là, les petits robots qui nettoient, vous lâchez ça dans la forêt, ça survivra pas, quoi. Bon, c'est tout bête, hein, mais imaginez, vous prenez votre Roomba, vous le lâchez dans la forêt, le truc va pas survivre. Nos IA ne sont pas autonomes pour l'instant, et tant qu'elles seront pas autonomes, elles seront pas vraiment intelligentes. Cependant, c'est très important de se poser la question dès maintenant de l'autonomie, parce qu'un robot autonome, par définition, on peut pas le débrancher. Ou on peut le débrancher qu'en cas d'urgence. C'est quoi un bouton rouge ? Par exemple, un Kobo, donc vous savez, ces gros robots qui amplifient les gestes dans les usines. En cas de pépin, on a une cage, on a un gros bouton rouge, on appuie dessus, bim, on coupe tout. Il y a un YouTuber, par exemple, qui a fait un robot sculpteur à la tronçonneuse. Regardez sa chaîne, elle est assez géniale. Sa chaîne s'appelle Stuff Made Here, des trucs qu'on a fabriqués ici. Il a des millions d'abonnés. Et parmi les petits machins rigolos qu'il aime faire et qui font psychoter sa pauvre épouse, il a fait un robot qui sculpte à la tronçonneuse, parce que c'est un truc, c'est des défis de bûcheron. Vous pouvez acheter un ours taillé dans un rondin à la tronçonneuse, ça coûte $2000 et c'est très dur à faire. Et lui il s'est dit tiens, je vais essayer de faire un robot avec ça. Et évidemment un robot avec un bras articulé et une tronçonneuse au bout, rapidement on comprend comment, et puis ça se fait dans son garage en plus, donc il a même pas de cage, etc. Et puis bon, mine de rien, pour éviter qu'il y ait des gamins qui reproduisent ça chez eux, il explique bien dans sa chaîne YouTube tous les garde-fous, tous les trucs. Par exemple, déjà de base, la tronçonneuse, il dit il faudra pas qu'elle soit à essence. Vous aurez compris pourquoi. Pas seulement parce que le réservoir peut poser des problèmes, mais parce qu'on peut pas l'arrêter, la tronçonneuse à essence, comme on veut. Il faut pouvoir appuyer sur un coupe-circuit. Il a dit la tronçonneuse sera électrique, parce que là au moins avec un gros bouton rouge je peux l'arrêter. Avec une IA, quand on aura de l'autonomie, c'est maintenant qu'il faut se poser la question de comment on l'arrête si elle part dans le décor. Là, vous parlez de la cobotique même militaire. Oui. Ah oui, parce que les cobos... Donc un cobo, c'est quoi ? C'est un robot qui reproduit un geste ou qui vous aide, donc un collègue robot pour simplifier. Et alors, il y en a qui sont très bien. Par exemple, quand j'avais été consultant chez FH, ils avaient déjà des cobos pour les ratisseurs. Parce que ratisser sur les autoroutes pour le goudron, là, ça explose le dos. Donc avoir un cobo permettait d'amplifier le geste sans se faire mal au dos, et ça c'est très bien. Et il y a plein d'autres avantages de la cobotique, et ça va jusqu'à la pâtisserie ou la chocolaterie. On a un chocolatier à Lyon qui a utilisé un cobo pour faire ses pralines, et c'est un geste très technique. Le type a son CAP, il a énormément potassé, et il arrive à entraîner un robot, parce qu'en fait le cobo on l'entraîne, donc un peu comme un chien justement, et c'est la métaphore que j'utilise dans le livre. On l'entraîne, il regarde le geste, il essaie de le refaire, puis au bout d'un moment il a suffisamment appris, parce qu'il est capable de faire 1000 milliards d'actions par seconde, et il arrive à refaire le geste. Mais dans l'armée, effectivement, on a des cobots, un peu comme certains commandos avaient des chiens, etc. On a des cobots qui peuvent aller nettoyer un bâtiment, et nettoyer dans le monde militaire, on sait ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, est arrivé officiellement le moment, à l'heure où on enregistre cette interview, où un drone a tué quelqu'un tout seul, comme un grand, sans avoir d'ordre.
on savait qu'il y avait des bavures de drones avec des pilotes, mais là on a un drone de fabrication turque en l'occurrence, mais on n'est même pas sûr que ce soit le premier dans l'histoire, parce que évidemment les drones c'est utilisé dans les opérations clandestines. Mais en supposant qu'historiquement on arrête cette date, il y a un drone, on a la confirmation officielle qu'un drone a décidé de tuer quelqu'un tout seul, sans ordre. Voilà. Et ça, c'est un problème, de toute évidence. Pas programmé, c'est-à-dire pas dirigé. Pas, effectivement, voilà, pas ordonné, pas dirigé. Il avait simplement son programme qui lui disait, fais le nécessaire si tu vois telle ou telle personne dans telle zone. Et le drone prend ses décisions et se dit, fais le nécessaire, ça veut dire tuer cette personne qui, en l'occurrence, était un civil. Donc, oui. Et quand on voit qu'à Singapour, on commence déjà à avoir des drones de maintien de l'ordre, on peut évidemment se sentir un petit peu préoccupé. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'essai, pour qu'on y réfléchisse avant que ça arrive. Alors, il y a quelqu'un dont je voudrais parler, quelqu'un dont je suis fan, c'est Nassim Nicolas Taleb. Là, j'ai vu à peu près 40 récurrences de son nom. Ouais. Pour moi, il est trop peu connu en France. Oui. Alors que si on lit ses livres, c'est absolument énorme. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, vous, votre vision, parce que vous... Taleb, il a son petit caractère. Oui, bien sûr. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit, mais c'est un des plus grands essayistes de notre époque. En termes de concepts, il a posé des concepts, parce qu'après tout, on considère à la fac que la philosophie, c'est avant tout le concept. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la philosophie, comme son nom l'indique, c'est avant tout la sagesse. Mais comme la sagesse, on ne peut pas l'administrer, on ne peut pas mettre des notes dessus. On considère que la philosophie, c'est le concept. Très bien, si on considère ça, Taleb est un des plus grands philosophes de notre temps. Antifragile. Il a posé des nouveaux concepts très importants. Il a posé donc le concept d'antifragilité, qui est vraiment génial, qui dit en gros, donc, c'est quoi l'antifragilité ? Si vous lâchez un verre et qu'il se casse, il est fragile. Si vous lâchez un verre et qu'il ne se casse pas, il est résilient ou robuste. Si vous lâchez un verre et que parce qu'il est tombé par terre, vous pourrez le lâcher d'encore plus haut la prochaine fois, il est antifragile. Et l'antifragilité, Taleb l'encourage comme vertu cardinale. Il dit nos organisations devraient être antifragiles. Et il explique que ce qui est fragile en général, c'est ce qui est suroptimisé. Donc les systèmes qui sont typiquement les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de livraison, les porte-conteneurs, on l'a vu avec le Covid, la logistique mondiale était fragile. Pourquoi elle était fragile ? Parce qu'elle était optimisée pour un maximum de profit à court terme. Et quand vous optimisez pour un maximum de profit à court terme, s'il y a de l'imprévu, vous l'avez dans l'os. Et Taleb avait compris ça. Il avait anticipé la crise de 2008, il avait anticipé la crise de 2020. Avec un seul concept. Il a posé d'autres concepts importants, comme notamment la notion de jouer sa peau, skin in the game en anglais, qui est très très important. Et puis le concept de signe noir aussi, qu'il a inventé. Donc Taleb est quelqu'un qu'on devrait lire, heureusement. Alors, il parle français. Par exemple, pour parler d'un signe noir, la crise du Covid, c'est un signe noir. Pour Taleb, non. Non. Ça a été très. Pour Taleb, c'était pas. Donc la définition d'un signe noir, c'est un truc excentrique. Par exemple, un joueur de basket de 2,50 m, je ne sais pas si ça a existé, mais Manu Tebol, le plus grand joueur de basket qui venait du Soudan, qui avait apporté à la dot de sa femme 20 vaches et qui avait tué un lion à la lance, pour de vrai, le type a été à la NBA. Lui, c'était un signe noir en termes de distribution des tailles. Donc la définition d'un signe noir, c'est un truc très loin de la moyenne qui apparaît quand même. Pour Taleb, la crise Covid n'était pas un truc si loin de la moyenne, puisqu'on avait déjà eu avant le H1N1, la grippe aviaire. C'est que l'opinion de Taleb. Il y a plein d'analystes qui ont dit que le Covid était un signe noir. 11 septembre est un signe noir pour lui, Pour lui, ouais. Et puis pour lui, la crise des subprimes. Clairement, ça, c'était un signe noir parce que le marché hypothécaire américain, le marché des prêts immobiliers américains, n'avait jamais baissé depuis peut-être 60 ans, j'en sais rien. Donc là, c'est très loin de la moyenne. Autant un virus, ça arrive tous les 10 ans. Bon. Mais vous dites que cette date d'apparition de la crise du Covid 2020, c'est aussi l'illustration de l'échec de nos élites, qui sont a priori intelligentes, mais qui ont une intelligence finalement qui n'est pas adaptée aux crises. Pourquoi ? Oui, parce que ce que j'explique en fait, c'est que l'intelligence administrée, on confond l'intelligence avec la prévisibilité. En fait, un bon élève, il est surtout prévisible. Donc un bon élève, il est prévisible et il est capable de faire des choses, oui, mais ces choses sont prévisibles. Et même mieux que ça, la méthode par laquelle il va faire ces choses est prévisible. C'est pour ça que tout un tas de manuels militaires disaient méfiez-vous des amateurs, parce que les professionnels, vous saurez par où ils vont attaquer, vous saurez si ils ont lu les... Et c'est ce que disait le général Grant. Il disait, sans vouloir mépriser les manuels, si vous faites la guerre selon les manuels, vous allez la perdre. Bon. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire, oui, moi j'ai lu les manuels, mais le mec en face aussi, on a fait les mêmes académies. En plus, Grant, c'était le cas, puisque Grant, c'était pendant la guerre civile américaine. Général ça veut dire Grant. Qui est devenu président des États-Unis par la suite. Et le général Grant, en face, avait littéralement des camarades de classe, parce que c'était la guerre civile. Donc, évidemment qu'il ne faisait pas la guerre en suivant les manuels. Et le problème,
c'est que nous, nos élites, on les sélectionne par leur capacité à suivre les manuels. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk là aussi. Elon Musk disait, je prends surtout pas des gens, parce que regardez comment il a battu la NASA. La NASA disait, vous savez, reposer des fusées, c'est pas intéressant, c'est pas viable, ça ne rapportera pas d'argent. Reposer une fusée sur une barge en pleine mer, ce que sait faire SpaceX aujourd'hui. Faut regarder comment Musk a complètement bouleversé l'industrie aérospatiale. Il est parti avec des maracas quand il a revendu eBay. Ils étaient une quinzaine dans un petit bureau. Et aujourd'hui, le type a détruit l'industrie aérospatiale russe et il a battu la NASA. Et comment il a fait ça? En ne suivant pas les manuels. De la même façon d'ailleurs que Steve Jobs, McKinsey, déjà à l'époque, cette société de conseil si controversée, McKinsey avait dit à Steve Jobs, oh là là, l'iPod ça marchera jamais, tous ces trucs-là, vous savez, lecteur MP3, les stores, les boutiques Apple, vous n'êtes pas fous, c'est de l'informatique, c'est pas la peine d'avoir des boutiques. Bon, les manuels disaient ça, puis la réalité a dit autre chose. Il n'y a rien de moins intelligent que ce qui est prévisible. Les professionnels sont prévisibles, ce sont les amateurs qui sont dangereux. Exactement, c'est une des lois de Murphy de la guerre. Ouais. La loi de Gump, brièvement, parce que c'est aussi... Alors, Gump, c'est pour qui, Gump? Forrest Gump. Forrest Gump, voilà. ouais. Et précisément pour la version du film, parce que d'ailleurs plus de gens ont vu le film, donc c'est issu d'une nouvelle au départ. Forrest Gump, et le personnage dans la nouvelle est un peu différent de celui du film. Mais l'idée de base de Forrest Gump, c'est quoi? C'est un type dont tous les experts déclarent qu'il est bête, qu'il a un QI de 80, mais qu'il est bête. Et manque de bol pour eux, il prend que les bonnes décisions. Parce qu'en fait, Forrest Gump, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que... C'est le Timothy Dexter du cinéma, en fait. C'est ça, bien joué. Alors, merci, vous avez vraiment impeccablement lu le bouquin. Mais... L'intelligence artificielle est redoutable, Idriss. Appliqué à la lecture des livres. À Beurre FM, on est meilleur. En plus, on fait de la lecture rapide. Donc non, mais parlons-en 2 secondes de Timothy Dexter pour expliquer après ce que c'est que la radio. Donc Timothy Dexter, c'est un mec qui a vraiment existé. Et il était considéré comme idiot. Ouais. Et le mec est devenu très riche en faisant des deals complètement pétés. Le dollar, les poils, les gants. Voilà, on va donner déjà, le type a vendu des chauffe-lits aux Caraïbes. Ouais. Donc les chauffe-lits, c'était ces espèces de grosses poêles en cuivre. On mettait des charbons dedans pour chauffer les draps. Le type vend ça aux Caraïbes. Il n'y a pas de scénario où c'est nécessaire d'avoir un chauffe-lit aux Caraïbes. Attends, non, ils s'en sont servis comme des louches. Et ils s'en sont servis comme des louches, d'accord. Mais il les a vendus quand même. Comme les gants aussi, on lui envoie. Ils font tout pour l'envoyer dans le mur parce qu'il est blindé. Et lui, il croit. Et à chaque fois qu'il va là-bas, il y a un navire russe qui va faire la guerre. Il dit des gants, on en a besoin. Des gants dans le Pacifique. Au fond, donc les tribus du Pacifique, est-ce qu'elles achètent des gants blancs de base? Est-ce qu'il y a un marché pour des gants blancs? Donc ses collègues font tout pendant 20 ans pour le ruiner en lui donnant des conseils complètement pétés, en lui disant par exemple va vendre du charbon à Newcastle, qui est la plus grosse ville productrice de charbon au monde. Pile poil quand il arrive avec son charbon à Newcastle, il y a une grève là-bas et il y a besoin de charbon. C'est incroyable. Et avec ses gants dans le Pacifique. Le dollar aussi. Il achète des dollars qui valent rien. Un dollar qui valait rien. Enfin, qui n'existait pas encore. C'était pas des dollars. Non, mais on appelait ça les continentaux effectivement. Et c'était donc de la monnaie de singe faite par l'armée. Et après il y a la sécession, c'est ça. Et il y a la guerre. À l'indépendance, effectivement, les dollars continentaux sont rachetés. Lui en avait racheté plein. Et le type est riche. Il a écrit un bouquin. Qui est très mal écrit en termes d'orthographe. Sans ponctuation. Sans ponctuation, ouais. Il n'y avait pas de point, ni de virgule, ni quoi que ce soit. Il a Asperger au moins, lui, pour écrire sans ponctuation. Et en tout cas, à la fin, on lui a dit, mais c'est quand même un scandale d'avoir fait un livre sans ponctuation. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans la nouvelle édition? Il a mis un dernier chapitre avec plein de points. Donc c'est que des points. Le dernier chapitre, c'est des points. Il y a de tout. Il a mis ponctuation. Et il a dit, cher lecteur, tu voudras bien poivrer et saler le texte de ces points où tu veux. La loi de Gump. Tiens, Idriss Aberkan, montrez votre livre à la caméra. L'émission est filmée. Vous avez enlevé combien de pages à ce livre-là au moins 300 à mon avis. Là, il fait 300, mais j'ai essayé d'être synthétique, effectivement. J'essaie de garder un format. Alors merci, j'aime bien voir un bouquin comme ça avec les pages cornées. Il a vécu celui-là. Je veux dire qu'il a des heures de... Oui, justement, ça, j'aime beaucoup ça. Quand je vois un bouquin comme ça avec les signets, là... On l'a lu avec plaisir et on le conseille à tout le monde. Vraiment, c'est un très bon livre. Vous l'avez pas trouvé trop dur ou quoi que ce soit? Non, très riche. Au contraire, très riche. M'avait dit ça, c'est pour ça. Donc, j'ai toujours comme je disais, le compromis à trouver. Il faut qu'il mérite d'être relu. Et en même temps, en gros, c'est relu, mais pas relou, pour simplifier. Voilà. Juste pour l'histoire de Nafissa, faut acheter ce livre. Celle qui aimait les figues. Mais c'est une autre émission, Idriss. Et pour plein d'autres histoires. Mais ce qui est dans le livre reste dans le livre, Philippe. Exactement. Idriss Aberkan et Steve sur Beurre FM. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM.